Chers amis, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ma voix porte? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ma voix porte? Le moment... Alors, je vous demanderai juste, voilà, un peu de silence. Le moment de la clôture de ce merveilleux événement arrive. Permettez-moi, avant de donner la parole aux trois protagonistes de cette soirée de clôture, de remercier à nouveau tous les intervenants, tous les modérateurs qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je pense que vous avez tous passé un moment absolument passionnant, inspirant, éclairant. Je tiens à remercier aussi tous les porteurs de projets qui sont venus de toutes nos régions, de Bordeaux, de Nantes, de Toulouse, de Lyon. Vous savez, OnePoint est une grande famille, c'est une unité collective et c'est ça sa puissance. Et on a été ravis aussi de pouvoir vous présenter au 4e étage tout ce que peut développer OnePoint en matière de recherche, développement pour l'innovation. Je ne referai pas le chapitre que j'ai fait ce matin, mais vous avez bien compris que la thématique est éminemment majeure dans l'ère du temps. Elle s'inscrit dans l'actualité brûlante. La recherche et le développement est une nécessité aujourd'hui pour les entreprises et tout particulièrement pour les PME et les ETI, le poumon économique de notre pays. Vous restez en lien avec nous. Vous avez été aussi les garants de cette réussite. Vous avez répondu. Plus de 500 personnes étaient là durant toute la journée. J'ai le plaisir, le bonheur d'accueillir, alors évidemment, vous le savez, ils sont derrière moi, mais mon amie Sylvie Retailleau, que je connais de très, très, très longue date. Mais quand on aime, on ne compte plus. Qui est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Non, mais j'oserais... Non, je dis, il y a 15 jours, ce n'est plus le cas. Mais elle restera, bien évidemment gravée dans les mémoires collectives. Donc, elle sera pour nous toujours la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, même si nous en avons un nouveau, mais bon, on verra. Donc, Sylvie, qui nous fait l'amitié, qui connaît très bien OnePoint d'ailleurs, puisque quand elle était présidente de l'Université Paris-Saclay, et quand j'arrivais dans la maison OnePoint, elle était venue me voir, et on avait passé un moment formidable, absolument. Après Sylvie, une autre grande amie, Olivia Grégoire, que je connais aussi de longue date, et qui a aussi, il y a 15 jours, été ministre déléguée aux entreprises. Depuis 15 jours ne l'est pas, mais pendant 4 ans l'a été. Ministre délégué aux entreprises, à la consommation et au tourisme. Et last but not least, notre président fondateur, mon frère, mon ami, David Layani. Ça aurait été, pour ceux, nombreux d'entre vous me connaissent de mes années technionnes, il aura été probablement, et il est le seul à m'avoir déboulonné, si j'ose dire, du Technion pour venir dans sa magnifique maison. Et chaque jour est un bonheur et j'en suis très fière. Ma chère Sylvie, l'honneur est à toi. Olivia ensuite et David clôturera cette belle soirée. Je te donne le micro. Merci beaucoup Muriel. Alors j'avais préparé en amont, en regardant le programme, les tables rondes. D'abord bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Tu sais que c'est toujours un bonheur d'être avec toi. Et vraiment merci David d'être ici aujourd'hui à OnePoint. C'est vraiment... Alors d'abord peut-être pourquoi être ici, et je trouve très illustratif ce qu'on a tous entendu cet après-midi. Ça a été dit, mais c'est l'institut que vous avez monté et que Muriel porte aussi fortement, qui est à OnePoint, qui illustre tellement bien aussi tout ce qui a été dit cet après-midi, que je vais essayer de résumer parce que finalement, plutôt que le discours, je me suis pris quelques notes pour rebondir un peu sur ce qui a été dit. Et finalement, c'est à la fois ce côté, la recherche et le développement, pour qui ? D'abord, et ça a été dit tout à l'heure aussi, pour, au niveau OnePoint de l'Institut, le client. C'est-à-dire que tout le monde en tire parti. Tout le monde en tire parti, évidemment la société,
évidemment de relever les défis, mais aussi au niveau du client. Et je crois que cette chaîne qui met la recherche, l'innovation, le développement au cœur de notre système, et je vais développer, c'est quelque chose de très représentatif et qui est bien illustré ici. Et puis l'humain qui est au cœur de ces relations, on l'a vu, le côté de transférer, de porter cette recherche, développement et cette innovation, eh bien c'est aussi culturel. Et je pense qu'on a dit beaucoup de choses, il y a l'académique d'un côté, le public d'un côté, le privé de l'autre, les entreprises, etc. Mais tout ça a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Et c'est aussi un changement culturel qu'il faut continuer à faire parce qu'on n'est pas encore au bout. Et même s'il y a une vraie évolution, moi je voudrais regarder le côté positif. Et vous verrez qu'un de mes messages à la fin de ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est soyons fiers quand même de ce qu'il y a, ayons confiance et soyons enthousiastes. Je crois que c'est les 3 points sur lesquels je conclurai. Et soyons fiers parce qu'effectivement, cette évolution qu'il y a eu côté académique, avec les établissements d'enseignement supérieur et recherche, cet foisonnement de notre spécificité française, parce qu'en France, on a quand même toujours des spécificités, les universités à la française, les grandes écoles, nos organismes nationaux de recherche, eh bien aujourd'hui, ce sont des spécificités sur lesquelles on essaye de casser les silos, tout comme avec le privé, tout comme avec l'entreprise, mais de profiter et d'utiliser leurs spécificités et leurs atouts. Oui, on est différents et c'est de cette différence finalement que naît la richesse de nos formations, de nos recherches et de l'innovation française. Et plus on va s'ouvrir avec le lien aux entreprises et le rôle, la responsabilité que le public et l'académique va jouer dans le monde, dans notre société et dans le monde socio-économique, plus on va s'ouvrir, plus on va profiter de toute cette chaîne dont on a parlé, qui va de la recherche fondamentale, qui est la base que l'on doit continuer à financer et à développer. Et je voudrais ouvrir une parenthèse, si ce n'est pas le public, ça ne veut pas dire que dans le privé, il n'y en a pas. On a vu Thalès, on a vu, il y en a plein qui font de la très belle recherche, aussi au niveau fondamental, mais vraiment pour essayer de préparer l'avenir, de rechercher des choses où on ne connaît même pas aujourd'hui les applications qu'il pourrait peut-être y avoir demain, c'est le rôle du public, c'est le rôle des académiques. Et ça, ce rôle-là, c'est à la fois le rôle qu'il faut continuer à promouvoir, à encourager, à financer, et à la fois leur responsabilité pour pouvoir aller vers le transfert, l'innovation, le développement et l'ouverture aux entreprises. Alors, peut-être un premier point, je voudrais réinsister dessus, on en a parlé, mais peut-être pas assez, et on en reparlait, c'est la formation. Évidemment, on parle ce soir de la recherche, de l'innovation, de tous les outils, j'y reviendrai sur mon deuxième point, au niveau qui promeuvent et qui facilitent l'accès au transfert, au développement et à l'innovation, mais je pense que tout part de la formation. Et la formation des talents, pour moi, le triptyque formation, recherche, innovation, c'est un triptyque indissociable. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et aujourd'hui, certains disaient la formation, que ce soit d'ingénieurs, etc., pour aller vers l'innovation, pour aller vers un choix et relever les défis de demain, les enjeux que l'on a aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'elle se base d'abord sur beaucoup d'interdisciplinarité et d'intersectorialité. Et déjà, au niveau de la formation, tout petit, c'est ce mélange d'ouverture de discipline avec des bases solides dans une discipline, mais ensuite pouvoir avoir les capacités, finalement, plus que de remplir les têtes de nos jeunes, d'apprendre à apprendre. Cette adaptation et l'évolution de la formation dont on a besoin aujourd'hui pour trouver des data seniors ou des data juniors, etc., c'est vraiment le développement de la formation tout au long de la vie. C'est vraiment clé dans le domaine de la formation, mais aussi dans le domaine de l'innovation et des entreprises. Et je crois que pour ça, il faut revoir de façon conceptuelle et même philosophique la notion de formation initiale versus formation continue, où tout ça est un ensemble, où on se forme tout au long de la vie, où finalement, plutôt que d'apprendre à un moment, on apprend à apprendre. Et quelque part, dans ces nouvelles types de formations qu'on essaye de développer, et depuis tout petit, il faut effectivement développer cette créativité qu'on a un peu perdue et qui est au cœur de l'innovation et de la création de start-up et du développement et de vouloir finalement créer quelque chose de nouveau et le mettre accessible à tous. La prise de risque, ça a été dit, se tromper, c'est majeur parce qu'on apprend beaucoup de se tromper.
Et nous sommes dans un système, en particulier en France, où on est dans un système de culture de diplôme et de bons élèves. Alors, c'est pas mauvais non plus. Et un diplôme, à un instant T, ça a une valeur. Mais un diplôme a une valeur quand on sort de l'école et pas 40 ans après. Et je pense que cette philosophie de formation tout au long de la vie, de prise de risque, de créativité, d'utiliser les diplômes et de les faire évoluer tout au long de leur carrière, et aussi de reconnaître les compétences et les connaissannes acquises au long de la carrière, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, autre point dans la formation, et ce que l'on retrouve, et ce que l'on doit retrouver peut-être plus dans les entreprises, dans l'académique, mais aussi dans les entreprises, et je dirais dans le milieu politique, dans tous les milieux, ça c'est une parenthèse, c'est la méthode, et en particulier la méthode scientifique. Et je pense que si on arrive à développer plus de créativité, plus de choix du risque ou de ne pas avoir peur de la prise de risque et de cette méthode scientifique qui est objective des faits et qui se base sur des choses réelles et factuelles, c'est quelque chose qui aidera derrière aussi ce rapprochement de culture, de recherche, de développement et d'innovation. Alors, le deuxième point, c'est effectivement, et vous l'avez vu, je ne vais pas vous lister, mais aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils. Quand je disais que les choses ont évolué en 10 ans, l'illustration, ça en est, on a vu les laboratoires communs. C'est un outil fabuleux entre entreprises et académiques pour développer la recherche et le transférer dans l'entreprise. On a les SAT, les sociétés d'accélération, un tas d'incubateurs. On a des formations, Alain Asquin tout à l'heure parlait de certaines formations au niveau doctorat, etc. Mais les pépites, les formations à l'entrepreneuriat à partir des premières années de premier cycle. Tout ça se fait en lien avec les territoires et en lien aussi avec les entreprises et le monde socio-économique. Mais tous ces outils-là, pour qu'elles aillent au plus profond des laboratoires, que le chercheur qui est dans son laboratoire puisse le comprendre, l'utiliser, ne pas s'effrayer, tout en restant chercheur, ou bien avoir le choix de devenir entrepreneur ou start-upper ou créer sa start-up. Il faut finalement un petit peu les structurer au niveau territorial, au niveau de l'apprentissage chez les doctorants, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin non seulement de simplification, mais de structuration, parce qu'on a pléthore d'outils, tous très utiles certainement. Demain, on ira tous au Carnot, etc. Ça, c'est des vieux outils qui ont fait leurs preuves, mais il y en a de plus récents. Et ces outils qui ont été mis à disposition des chercheurs, des laboratoires, des institutions, aujourd'hui, je crois qu'il faut un petit peu les organiser en simplifiant leur utilisation. Il y a un grand chantier sur la simplification. Et je crois que pour aller vers le développement et l'innovation, la simplification est vraiment clé. Et c'est un mot que je n'ai pas beaucoup entendu, qui est l'Arlésienne aussi, parce qu'on en parle depuis 20 ans, 30 ans. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à y croire et continuer à le faire. Je voudrais aussi simplement peut-être réinsister sur un troisième point. Pour changer de culture, c'est l'humain qui compte. Ça a été dit aussi. Et l'humain, il se passe beaucoup dans ce qui concerne la recherche, l'innovation et le transfert par les docteurs. On en a parlé au début de table ronde, mais la valorisation du doctorat, même si là aussi il y a une grande évolution dans le privé, en France, et je dis bien en France, elle n'est pas encore suffisante. Et quand quelqu'un a mis les pieds dans un laboratoire de recherche et qu'ensuite il est dans l'entreprise, et vice-versa, parce que c'est toujours vice-versa, c'est toujours dans les deux sens, eh bien croyez-moi, le transfert, le côté de se comprendre, de vouloir travailler ensemble, il se fait naturellement parce qu'on connaît les mondes de l'un et de l'autre et il se fait par l'humain. Et donc cette valorisation du doctorat, il faut la faire non seulement parce qu'il y a de vraies compétences sur les docteurs, de méthodes, de profils, etc., qui doivent être reconnus plus et mieux utilisés dans les entreprises, mais parce que aussi, c'est eux qui vont servir de pont particulièrement entre le milieu académique, le public et entre les entreprises au niveau du privé. Et ce travail de valorisation du doctorat des docteurs, il faut continuer vraiment, vraiment à le faire. C'est quand même très franco-français. Quand vous allez aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, aux Pays-Bas, c'est vrai que tout le monde met son titre de docteur comme le plus haut diplôme international qui existe et avec des compétences spécifiques complémentaires aux compétences d'ingénieur. Et ça, c'est quelque chose qui doit être utilisé, comme je l'ai dit, et reconnu, et aussi, bien sûr, valorisé. Alors, la valorisation, elle doit bien sûr se faire au niveau de l'État aussi. C'est pour ça que
dernier message, vous savez, dans les rémunérations des contrats doctoraux, la loi programmation pour la recherche permet de passer, on est passé de 1 780 € en 2019 à 2 100 € pour tous les doctorants et on doit aller à 2 300 €, on doit y aller. 2 300 € par mois pour un doctorant, on va commencer à être au niveau européen. Donc, il faut continuer. Donc, cette loi programmation de la recherche, plus les projets financés par France 2030 doivent continuer à être pérennisés pour pouvoir avoir de l'attractivité avec ces chaires qui ont été mis, le financement supplémentaire des laboratoires, le financement supplémentaire de l'ANR, 50% de bourses chiffres supplémentaires, 30% de rémunération sur les doctorants, 20% du nombre de contrats doctorat, etc. C'est peut-être pas suffisant, mais déjà, il faut y aller. Et il ne faut pas lâcher. Et la création de valeur, on l'a dit aussi, mais je voudrais le redire pour conclure, c'est effectivement la recherche, l'innovation. Et cette création de valeur, il faut la faire en France, il faut être à l'échelle, mais bien sûr, la bonne échelle, c'est l'Europe. Et l'Europe, c'est quelque part le prochain contrat européen FP10 qui est en train en ce moment de se négocier, où on doit continuer à défendre le doublement du budget recherche et innovation au niveau européen dans le futur FP10. Ça aussi, c'est un défi des prochains mois là. Et je vous invite tous, et ça a été cité aussi, à regarder le rapport Draghi qui promeut cette innovation et qui promeut aussi le financement de la recherche, du développement et de l'innovation au niveau de l'Europe. Pour finir, je voudrais dire 3 mots. Soyez fiers aussi de ce qu'on fait au niveau français, au niveau européen. On a parlé de l'EPFL, on parle, quand on parle IA, on parle de Montréal, quand on parle quantique, on regarde ailleurs. Je peux vous assurer, pour avoir beaucoup été sur des campus à l'international, que oui, le PFL, c'est très bien, oui, le MILA, c'est très bien à Montréal, mais en France, nous avons des laboratoires, des campus qui ont beaucoup évolué. Il faut encore les faire évoluer, mais qui n'ont pas à rougir devant ces campus, ces écosystèmes que nous avons à l'étranger. Et je pense que pour y arriver, il faut avoir confiance, il faut recréer cette confiance, ce sont des mots-clés. Il faut être fier de ce que l'on est et le pousser. Oui, il y a encore du travail, oui, il y a encore à soutenir, et oui, il y a encore de la transformation. Et puis, il faut de l'enthousiasme. Quelqu'un a parlé de plaisir ou de désir, et ça, je crois que c'est une caractéristique de notre mode de l'académie, académique et entreprise. L'enthousiasme, c'est la clé et c'est le moteur de ce qui nous fait avancer. Donc, on est sur la bonne voie. Il y a encore beaucoup de travail, mais je crois qu'on en est une belle illustration et ce que j'ai entendu cet après-midi en est un bel exemple. Je vous remercie. Et oui, comme Sylvie, pour synthétiser, mais vraiment dans le macro, Sylvie, demain sera humain. Avant de passer la parole à Olivia, j'aimerais citer 2 personnalités. Alors, vous êtes nombreuses personnalités, mais je ne vais pas tous vous citer. 2 personnalités. Madame le sénateur, et elle dit tiens, elles sont Madame le sénateur, Vanina Paoli-Gagin, qui est la sénateur de l'Aube. Merci, ma chère amie, d'être présente parmi nous. Et alors là, pour le coup, mon amie, applaudissez-la, et qui adore les entreprises, absolument. Et là, pour le coup, parce que ça fait 15 ans qu'on se connaît, mon ami Denis Thuriot, maire de Nevers et président de Nevers Agglomération. Merci, mon cher Denis, d'être présent. Ma chère Olivia, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais dire Madame la sénatrice, c'est plus fort que moi et je m'en excuse platement. Mais je sais que vous me le pardonnerez. Monsieur le maire, cher président, cher ministre. Alors, j'ai des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que je ne suis plus ministre. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que je n'ai plus la jambe dans le plâtre, pour ceux qui étaient là l'an passé. La mauvaise nouvelle, c'est que quand on n'est plus ministre, on est moins accompagné. Et donc, vous n'aurez pas de chance. J'ai très sérieusement travaillé mon intervention de ce soir. Donc, je me dis à 19h27, ça peut être un peu rough, mais vous êtes solides, hein, vous êtes tous intelligents et brillants. Donc, je ne vais pas faire trop de digressions. Je vais volontairement rentrer dans le propos avec un tropisme que vous me pardonnerez parce qu'on ne se refait pas.
J'ai pas le talent et surtout l'expérience de Sylvie Retailleau. Je n'ai jamais été en charge d'université, je n'ai jamais été une chercheuse aguerrie comme tu l'es, et encore moins ministre de l'enseignement sup et de la recherche. Ayant été en charge des entreprises, notamment, j'aurais ce tropisme, que vous me pardonnerez, je le sais, innovation R&D et entreprise, avec évidemment, en tant que député de Paris aujourd'hui et membre de la Commission des affaires économiques, un tropisme aussi qui est les pouvoirs publics et l'innovation. Je vais rentrer donc directement dans le dur. Je me suis demandé qu'est-ce qui, quelque part, puisque Muriel a bien fait de me le rappeler, j'ai eu l'honneur aussi de préfacer le livre que vous avez pour certains en main. Et donc, j'ai eu à cœur de ne pas vous faire la même chose que la préface. Voilà, donc c'est un peu différent. Qu'est-ce qui conditionne l'innovation ? Plusieurs choses, à mon sens. La taille du marché. Toujours important de rappeler qu'une hausse de la taille d'un marché de 10% entraîne une baisse des prix pour les consommateurs d'environ 3%. Qu'est-ce qui conditionne l'innovation ? Et je l'ai découvert, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais je n'ai pas le parcours de Sylvie Retailleau, le genre, et j'y reviendrai, mesdames, mais aussi la vitalité, je dirais, du marché de l'investissement et la vitalité du marché du capital risque. Et pour terminer, Sylvie Retailleau l'a mentionné, mais j'y reviendrai, la capacité à investir en amont dans l'éducation et pas uniquement en aval dans le financement de l'innovation. Ces dernières années, vous le savez comme moi, on a quand même beaucoup plus travaillé sur les outils de financement de l'innovation et c'était indispensable. Mais il faut être vigilant, on va dire, à l'endroit de l'investissement dans l'éducation et la recherche publique. On ne pourra être que d'accord. D'abord, l'innovation, je crois que c'est bon pour la santé. Et c'est bon pour la réduction des inégalités. Je vous le dis d'autant plus que je passe à nouveau du temps dans l'hémicycle et que je pense qu'on a, je dis on, entrepreneurs, chercheurs, intermédiaires, pouvoirs publics, nous avons quand même encore un Everest, pour ceux que ça intéresse, qui consiste à continuer à évangéliser en matière d'innovation au sein des assemblées, si je puis me permettre, et je parlerai de l'assemblée que je connais mieux que le Sénat. Il faut quand même bien que vous mesuriez, alors je sais que le projet de loi de finances arrive et que j'ai ce tropisme aussi, mais c'est quand même épuisant, et je garde ma colère au sein de l'hémicycle parce que je suis bien élevé, mais à chaque fois qu'on parle de crédit d'impôt recherche, à chaque fois qu'on parle du C2I, les cadeaux fiscaux faits aux entreprises, c'est insupportable. Voilà. Et je vais vous dire, on a encore beaucoup de travail pour évangéliser le fait que il y a peut-être mieux à faire sur les 7 milliards de CIR à la marge, mais la réalité, c'est que si on retire le tapis du CIR, on se retrouverait bien malin. La même chose pour le C2I avec son importance au niveau des PME, vous le savez. Et donc, il y a quand même une inculture, pour ne pas dire une ignorance en matière d'impact de l'innovation dans notre société qui est quand même assez effrayante. Quand je vois la qualité des gens qui sont là et quand je vois les inepties que j'entends quand même toute la journée, étant représentante du peuple, je me dois de le partager. Il y a encore beaucoup de travail. Je voulais casser quelques a priori parce que j'ai eu cet échange avec une personnalité éminente de l'extrême gauche. Je me suis sentie assez seule. Je crois qu'il faut d'abord ouvrir les chakras. Il y a des débats qui sont un peu des débats loups de mer, sur l'innovation. Pardon, je fais des raccourcis, mais il s'avère que je vis avec des raccourcis au Parlement. L'innovation, c'est des cadeaux fiscaux aux entreprises. Et donc, l'innovation, quelque part, c'est un truc de privilégié. Et l'innovation, franchement, l'impact sur la réduction des inégalités, ça reste à prouver. Je le dis d'autant plus que je sais que tu vas enchaîner, puisque tu viens de me le dire, des études en matière d'innovation et de société. Il va falloir tordre le cou à un certain nombre de partis pris. Et pour ça, je trouve que l'exemple des guichets de banque aux États-Unis est très intéressant. Vous le connaissez sûrement, mais il est toujours important à rappeler. Quand ont été mis en place les distributeurs de billets, beaucoup
d'Américains et de citoyens américains se disaient que ça allait créer du chômage, au même titre qu'on a ces débats en France sur l'automatisation, par exemple, en caisse et la disparition possible de nos caissières. Et contrairement à ce qu'on s'attendait, et vous le savez, la mise en place des guichets a entraîné une réduction des coûts de fonctionnement des agences bancaires, qui a entraîné une augmentation d'ouverture d'agences bancaires orientées CRM, enfin relations clients, avec moins de routine et des tâches plus intéressantes pour les guichetiers qui étaient juste avant les machines, juste guichetiers, plus de compétences et une montée en compétences. Et les entreprises qui automatisent, exemple de la banque en particulier, ont indubitablement tendance à augmenter leurs effectifs salariés. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, l'étude de Philippe Aghion, de Xavier Jaravel et de Madame Antonin sur la réduction des coûts de production par l'automatisation, je la recommande, surtout que l'hiver arrive et ce sont des études très intéressantes à lire quand il fait nuit. Il y a quand même des liens qu'il va falloir aussi que les personnalités politiques portent plus fortement. Automatiser, c'est réduire les coûts de production, c'est réduire les prix de vente, c'est accroître la demande et de fait, c'est augmenter les ventes. C'est-à-dire que cette automatisation, cette innovation a permis en réalité d'augmenter la demande bien plus que de remplacer les tâches ou de créer du chômage. Quand je disais qu'on allait se retrouver, ma chère Sylvie, c'est que j'ai parmi mes idoles Jean Fourastier. Je suis une femme particulière. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de femmes fans de Jean Fourastier, paix à son âme. Mais Jean Fourastier, qui était un très grand commis d'État, il le disait bien mieux que moi, la machine conduit l'homme à se spécialiser dans l'humain. Deuxième sujet, et je fais très attention parce que j'ai vu Gontran, que vous connaissez tous, qui est au premier rang, donc je vais faire très attention parce qu'il est bien plus fort que moi, et chez OnePoint en général, ChatGPT. Vous avez des expériences randomisées sur des tâches d'écriture qui ont été déployées en expérience, avec des courriels, des communiqués de presse, des synthèses qu'on a confiées à ChatGPT. L'étude a démontré que l'utilisation de ChatGPT augmente la productivité moyenne tout en réduisant les inégalités, parce que les gains de productivité sont bien plus forts pour les travailleurs les moins qualifiés et ceux qui ont les performances les plus basses. Et donc, ils augmentent en matière de performance et de qualification grâce à l'intrusion de ChatGPT, de l'innovation, de l'IA. Première chose que je crois, et ce sera mon laïus de ce soir, il va falloir ouvrir beaucoup de choses. Il va falloir qu'on ouvre, et je dis on parce que c'est un travail commun, les chakras, notamment des responsables politiques en général et d'autres en particulier, pour arrêter de corréler en permanence innovation et génération d'inégalités. C'est un continent qui nous attend pour sensibiliser les pouvoirs publics, et je sais que Sylvie Retailleau a eu à s'en coltiner certains. Deuxième point, les PME, vous les connaissez mieux, vous en portez, vous en créez. Moi, j'ai essayé de faire de mon mieux pour les accompagner, pour pouvoir innover. Et vous le savez comme moi, au-delà d'être bien accompagné en matière de conseil, il faut pouvoir aussi avoir les moyens. Ça prend du temps. Moi, je connais bien l'innovation en matière de santé, sur des innovations de rupture et même d'autres types d'innovations. Le process est très long, vous le savez, parfois 10 ans pour arriver à une autorisation de mise sur le marché. Et j'ai remarqué quelque chose en tant que ministre délégué aux entreprises qui demeure, les années passent, mais ça demeure. Et donc, c'est un sujet pour moi d'importance pour les pouvoirs publics. Il faut que nos entrepreneurs apprennent, comprennent, même si je sais leurs freins, à ouvrir leur capital. Trouver de nouveaux modes de financement, c'est bien souvent ouvrir son capital, ce qui n'est pas un réflexe facile pour le dirigeant de TPE ou de PME, avec très souvent une crainte des entrepreneurs d'être dépossédés ou dilués par l'arrivée d'investisseurs au sein de leur capital. Et pour autant, c'est leur condition sine qua non de passage à l'échelle, pour rester en français, et d'arriver sur le marché. Il y a aussi un questionnement qui est intéressant chez les patrons de PME, que j'ai beaucoup entendu en tant que ministre, c'est à quel moment, Madame la ministre? Si je le fais trop tôt, je vais perdre du drive et je vais confier mon bébé à des gens qui ne l'ont pas fait. Si je le fais trop tard, mon bébé sera peut-être moins beau que si j'avais fait rentrer des investisseurs et du capital risque avant. Donc il y a tout un sujet qui est assez tabou, ce qui est
un peu embêtants autour de ouvrir son capital, c'est pas nécessairement perdre la main. Ouvrir son capital et la temporalité d'ouverture du capital est un sujet, je trouve, dont on devrait plus parler. J'ai d'ailleurs eu l'honneur, avant de ne plus être ministre, de porter une loi avec un super député qui s'appelait, puisqu'il n'est plus député, Alexandre Holroyd, sur l'attractivité de la place financière de Paris, une loi que tout le monde a suivie, hein, j'imagine. Cette loi, elle est très importante. On n'en a pas parlé, c'est à ça qu'on voit souvent les lois très importantes. C'est souvent celle dont on parle le moins. Celle-là, elle n'est pas anodine, puisque ça fait 15 ans qu'on en parlait dans notre pays. Enfin, l'introduction en bourse avec action à droit de vote multiple pour que le dirigeant ou les fondateurs puissent lever des fonds tout en gardant la main sur leur entreprise. C'est quelque chose qui explique pourquoi un certain nombre de start-up et PME innovantes ont quitté le marché français depuis des années, parce que quand on lève et qu'on ouvre le capital, on se fait diluer, on perd la main sur sa création. Nous avons, dans le silence total et face à toutes les oppositions, réussi au printemps à faire voter cette loi qui permet quand même une introduction en bourse à droit de vote multiple et qui devrait être de nature à rassurer un peu le poids des actionnaires fondateurs dans le projet entrepreneurial. Nous avons aussi, je crois, toujours dans le sujet de l'ouverture du capital, une appréhension qui est sûrement liée à une méconnaissance je dirais, du private equity en général et des PME innovantes, et alors encore plus en matière de fonds evergreen, de fonds de long terme. Moi, je crois que, et peut-être que les pouvoirs publics pourraient en faire plus, au moins en parler, soutenir, promouvoir la version, je dirais, patiente du private equity avec les fonds evergreen, ces fonds qui permettent quand même, sans date de clôture, d'accompagner le financement de l'innovation pour les PME, et un modèle de financement utile qui est en train de croître doucement dans notre pays, mais sur lequel on devrait faire, à mon sens, plus d'accompagnement et de pédagogie pour nos PME innovantes. Après avoir ouvert nos chakras, innovation, inégalité, ouvert le capital et considéré les fonds evergreen, je trouvais intéressant de revenir sur ouvrir l'accès à l'innovation beaucoup plus largement et planifier autrement. Il y a quand même des choses, on va faire des grandes masses, mais peu ou prou, à peu près 10 milliards d'euros d'investissement public par an dans l'INO, 300 milliards sur les retraites. C'est toujours intéressant de mettre en regard. On a quand même une difficulté dans ce pays, même si les choses vont mieux, mais ça c'était Sylvie qui le disait, moi je suis un peu plus pessimiste, à faire passer le cap d'investissement d'ampleur, parce qu'on est toujours sous l'égide de ce que je vous disais au démarrage, des cadeaux fiscaux. La réalité du CIR, qui chaque année fait l'objet d'OPA de la part d'un certain nombre de parlementaires, c'est qu'à mon sens, ça n'est que mon point de vue, et je vous rassure, je ne dis pas que c'est la vérité, mais à mon sens, il est indispensable et il permet une politique homogène sur la priorisation des innovations, mais moi je trouve qu'il y a un sujet de pondération, je dirais, avec les petites entreprises, parce qu'il y a un sujet de captation par les très grandes, et c'est pas grave, hein, les très grandes innovent beaucoup, ça crée de l'emploi et ça nourrit toute la chaîne de valeur, et c'est plutôt une super nouvelle. Moi je trouve, et je porterai des amendements par exemple dans ce PLF, pour courtir un tout petit peu, mais pas grand-chose, hein, mais quelques centaines de millions peut-être au CIR pour aller cider, puisque ici on a le droit de parler comme ça, les PME et le C2I, Crédit d'impôt innovation, qui fait aussi chaque année l'objet de coups de boutoir de parlementaires qui ne savent pas ce qu'est une entreprise. Le C2I est indispensable à nos PME. Plutôt que de le réduire ou de le supprimer, sachez que vous aurez à vos côtés un certain nombre de parlementaires dont je suis qui vont proposer qu'on l'abonde un peu plus à destination de nos PME. Le plan 2030, 54 milliards d'euros. Oui, Sylvie Retailleau l'a mentionné. Moi, comme je ne suis plus ministre, j'ai le droit de dire ce que je pense. Je trouve qu'il est trop entre soi. Voilà, je vais le dire comme ça. Je trouve qu'on manque d'interaction avec des gens comme vous. Je trouve que c'est trop souvent des experts, aussi brillants soient-ils, et je suis la première à les défendre, mais des hauts fonctionnaires qui fixent les priorités des gens qui font le marché et qui sont plutôt vous. Et je trouve que, pour le dire simplement, la planification en matière d'innovation ou de transition écologique, par exemple, oui et 3 fois oui, mais pas forcément uniquement dans l'entre-soi des hauts fonctionnaires. Et je trouve que
je ne sais pas si le grand public, mais en tout cas, le secteur économique a des choses à dire pour aiguiller, prioriser et faire en sorte qu'on entende votre voix aussi dans la priorisation des grands investissements. Enfin, 54 milliards, c'est pas rien. Et aujourd'hui, c'est quand même très réservé aux hauts fonctionnaires. Et les boîtes vont quémander, supplier, en répondant à des appels qui font 48 pages et où il faut être bac+12 pour répondre. Mais ça, vous les connaissez mieux que moi. Et donc, je trouve qu'il faut un peu détechnoïser la planification qui est indispensable. Puisque Sylvie a parlé de simplification, j'ajouterais, pour la connaître et avoir porté le projet de loi avant la dissolution au Sénat dans la joie et l'allégresse, moi je veux bien qu'on fasse de la simplif en France, je trouve ça super. Et le temps qu'on simplifie en France 40 normes, t'en as 50 qui sont nées à Bruxelles. Bon. Moi je suis résolument européenne et la simplif pour moi elle est européenne. On est quand même tous témoins d'un sketch, d'un marché commun qui n'est pas un marché unique. Vous avez tous des clients ou des filiales qui ont des circuits de financement de l'innovation, d'accès au soutien public qui diffèrent d'un pays à l'autre. Donc l'Europe, 100 fois oui, moi je suis née avec et je me battrai toujours plus pour l'Europe. Mais en matière d'innovation, si on pouvait avoir vraiment, au même titre que c'est le cas globalement pour l'accompagnement des entreprises, non pas tant un marché commun qu'un marché unique, avec des règles uniques, je le pense aussi en matière de consommation, ça permettrait aussi quand même de passer à l'échelle beaucoup plus rapidement, parce que vous avez 20 stratégies différentes ou 25 stratégies différentes quand il s'agit d'aller attaquer des marchés européens, et ça ne vous met pas forcément du vent dans le dos. J'en termine, je vous rassure. Ouvrir les chakras, ouvrir le capital, ouvrir la planification aux gens qui font l'innovation et la recherche. Et enfin, ouvrir l'innovation aux femmes en préparant cette intervention. Et pardon, je n'ai jamais été ni ministre de la Recherche, ni en charge de l'égalité hommes-femmes, mais je commence à me dire que ça pourrait être une bonne idée. J'étais pas du tout au fait du bazar, là, quand même. Hein, quand même. Alors, je vais pas vous saouler de chiffres, parce qu'il est tard, mais c'est l'estimation de Jaravel dans son dernier bouquin. Si les femmes et les personnes issues des milieux modestes s'intégraient dans l'innovation, nous explique-t-il, il y aurait en France 3 fois plus d'innovateurs. 3 fois plus. Et d'ajouter que si on était à parité parfaite dans l'accès à l'innovation, ça permettrait, ce qui me semble être assez d'actualité, ça permettrait d'augmenter le taux de croissance de la productivité au travail de 1 à 1,80%. C'est 0,80 points. C'est un peu plus de 20 milliards d'euros versés au PIB, 10 milliards de recettes fiscales. Juste si les femmes avaient un accès paritaire aux carrières et aux métiers de l'innovation. Il y a des exemples intéressants, soyons positifs. L'Oréal, par exemple, qui a fait un travail de dingue depuis des années. 20 000 élèves qui ont écouté des centaines d'interventions parce qu'ils ont fait tout un tour de France. Et une étude d'impact, diminution des stéréotypes, 37% des filles des classes qui ont été visitées se sont orientées vers des classes scientifiques. C'est 24% en moyenne dans les établissements qui n'ont pas été visités. Donc ça me semble être une politique de salubrité publique. Et je me dis que même si nous avons, et notamment toi, ma chère Sylvie, lancé des choses bien, comme Industrie L, qui est logée au ministère de la Recherche, va quand même falloir qu'on accélère sacrément, bien sûr au nom de l'égalité des femmes et des hommes, mais aussi, très prosaïquement, au nom de la productivité de notre pays et de la création de valeur, de la création de richesses. Par exemple, il n'y a aucune prise en charge, avec l'amitié que j'ai pour celles qui l'ont été, hein, mais je n'ai jamais entendu, autant j'ai entendu les ministres de l'Industrie et les ministres de la Recherche en parler, j'ai jamais entendu une ministre en charge de la parité en faire une priorité. Alors, il y a plein de priorités pour les femmes et les hommes, et notamment les femmes, la lutte contre les violences sexistes, sexuelles, il y en a plein. Mais je trouve que le sujet, et surtout l'impact de l'arrivée des femmes vers des classes scientifiques est un sujet absolument stratégique sur lequel on est encore un peu petit bras. J'en termine. Tu as parlé de silos, donc je ne serai pas longue. On peut le dire maintenant, cette sensibilisation des femmes et des jeunes femmes aux carrières scientifiques, elle est très dispersée, elle n'est pas priorisée, elle n'est pas coordonnée.
Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui font des choses, mais l'État n'a pas, à mon sens, pris assez en charge cette féminisation des métiers de l'innovation, pas pour faire joli dans les dîners mondains, mais parce que ça crée de la valeur. Pour terminer, un exemple de non-coordination qui résume un peu tout. Le secrétariat général pour l'investissement, qui pilote quand même les plans d'investissement d'avenir pour des dizaines de milliards à chaque fois. Le SGPI n'a pas le droit de donner des financements à l'éducation nationale pour sensibiliser sur l'importance d'avoir des femmes dans les carrières scientifiques. Voilà, ça vaut tous les silos du monde. Donc quand on aura pété ces silos-là et que pour l'investissement, on investira dans l'éducation au service des carrières scientifiques des femmes, peut-être qu'on fera bouger les lignes. Vous avez entendu beaucoup d'acteurs très professionnels, très engagés et très opérationnels sur la R&D. Et c'est pour ça que j'avais envie, non pas de vous parler de ce que vous faites bien mieux que moi tous les jours. Je me suis cantonné à un tableau un peu pointilliste des grands enjeux, à mon sens, de l'action publique en matière d'innovation. Ouvrir les chakras, parce que l'innovation est génératrice d'égalité. Ouvrir le capital et rassurer les entrepreneurs de PME. Ouvrir la planification au-delà des hauts fonctionnaires, avec tout le respect que j'ai pour eux. Ouvrir les carrières scientifiques et innovantes aux femmes. Je me disais que si on ouvrait tout ça, ça ferait peut-être une jolie fermeture pour cette journée. Bonne soirée. Merci, ma chère Olivia. Le temps est arrivé de donner la parole à notre président fondateur, David Layani. Bonsoir à tous. La tâche n'est pas mince, mesdames les ministres. Il y a un petit écran. Avant que vous démarriez, il y avait marqué 45 minutes, puis ça défilait. Puis j'ai vu un grand truc rouge apparaître qui a mis 0. Donc je vous promets du coup de faire vite parce que je crois que mon temps de parole est déjà écoulé. Mais laissez-moi vous dire quand même quelques mots, mesdames les ministres, chère Sylvie, chère Olivia, madame la sénatrice, madame le sénateur, monsieur le maire, mesdames et messieurs les présidents, mes chers collègues, mes partenaires, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, comme on dit chez vous. Voilà. Soyez les bienvenus et surtout permettez-moi de me rappeler de notre troisième ministre, notre ministre OnePoint de la recherche, de l'innovation, de l'enseignement, Muriel Toiti, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Et ça fait des années, je ne compte plus parce que nous sommes un vieux couple, mais je suis toujours aussi admiratif. C'est du piment renouvelé en permanence quand je vois cette capacité à fédérer et à réunir, à mobiliser autour d'un sujet aussi essentiel pour nous qui est la recherche et l'innovation. J'aurais aussi voulu citer beaucoup plus de monde parce que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir fait de cette troisième édition de l'Institut un grand succès avec plus de 600 personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui pour assister à cet événement. Mais permettez-moi quand même de remercier Alain Aspect, parce que tout le monde n'est pas prix Nobel de physique, qui a introduit cette journée et avec ses travaux sur la théorie des particules élémentaires. Et qui sait, peut-être qu'au cœur de nos industries, demain, la physique, enfin l'informatique quantique jouera un rôle essentiel. L'Institut, pourquoi et pourquoi ici? Parce que depuis 20 ans, quand j'ai créé cette entreprise, j'ai compris que la recherche, qui elle-même produit l'innovation, était vitale pour les entreprises. Et ce n'est pas un petit mot, je pèse mon mot, c'est devenu vital. Et donc, quand Muriel est venue au bout de quelques heures, je crois, me dire il faut qu'on crée un institut et qu'on y mette des vrais moyens. On n'est pas là pour faire semblant. Je lui ai dit banco tout de suite parce que j'ai considéré comme elle que nous avions un rôle à jouer, un rôle essentiel en tant qu'éclaireur, en tant qu'architecte, en tant qu'expert, celui de donner des clés aux entreprises, mais surtout ce rôle qui est
fort et important pour nous, celui de créer du lien et de fédérer des écosystèmes. Et vous avez largement rappelé la nécessité de développer des partenariats publics-privés, d'y intégrer la recherche académique et les laboratoires. Et tout ça nous semble aussi essentiel. Et c'est bien ce rôle qu'on entend jouer pour favoriser le rôle et le développement de ces écosystèmes. Chez nous, la recherche, en quelques mots, on l'a largement rappelé, mais c'est plus de 300 personnes au quotidien qui sont intégrées sur des travaux de recherche et innovation, et 40 chercheurs qui sont dédiés, 3 laboratoires communs, et je voudrais ici saluer nos partenaires, Télécom Paris, l'ESSEC et le CEA, où on développe des sujets qui vont du traitement du langage naturel jusqu'aux IA fédératives, en passant, et c'est important, et notamment Metalab avec l'ESSEC, de l'éthique dans l'intelligence artificielle. Mais je vais vous épargner le développement de ces nombreux sujets dans les quelques minutes qui me restent pour clôturer cette troisième édition de l'Institut. La recherche chez nous, ça nous a permis de développer des projets importants. D'ailleurs, maintenant, les chercheurs chez nous, on les appelle des trouveurs, parce que grâce à eux, vous voyez, on a produit, et les ministres nous le rappelaient, la recherche, elle a de sens si elle est au service de tout le monde, au service de nos clients, et si elle produit de l'innovation. Et on a développé de nombreux projets depuis 20 ans, mais 2 plateformes récentes. L'une, c'est Néo, qui permet de fédérer différents langages, large modèles comme on les appelle, de les intégrer dans une plateforme sécurisée et moins chère, au nom de l'entreprise, et de développer concrètement de façon très simple l'intelligence artificielle générative dans les entreprises. Et la deuxième, c'est Provoli, qui nous permet aujourd'hui de développer des plateformes, comme avec la Fédération nationale de travaux publics, qui nous permet d'intégrer les événements climatiques et de manière prédictive quand on fait des grands travaux sur le territoire, ou encore de développer des politiques bas carbone dans nos collectivités. Voilà comment on va déployer, comme à La Rochelle, j'espère, de plus en plus nos plateformes de développement durable bas carbone. S'il fallait que je vous parle d'un sujet, j'avais envie de vous parler de celui des PME et des ETI, parce que vous en avez aussi rapidement parlé. C'est ce qui fait le ciment d'une économie et le ciment de l'économie française, en nous rappelant qu'on a 5000 ETI en France, des entreprises de taille intermédiaire, et que nos voisins anglais ou allemands en ont 2 fois plus. Et c'est pour ça qu'on a développé un ouvrage avec l'ANRT sur la RDI dans les ETI, en tirant 3 conclusions qui sont extrêmement importantes. La première, c'est que la recherche et l'innovation, elle doit être dans la tête des dirigeants, dans la tête des chefs d'entreprise. C'est pas un service à part considéré comme une taxe obligatoire parce qu'il faut que ça existe dans l'entreprise, et puis c'est le temps long, et finalement le chef d'entreprise, lui, il regarde le temps court et la fin du mois. La deuxième, c'est de développer les partenariats, notamment des partenariats académiques, c'est-à-dire oser, comme nous l'avons fait, faire rentrer l'académie dans l'entreprise, et aussi parfois exporter de l'entreprise dans l'académie, parce que c'est grâce à la rencontre de ces cultures qu'on peut complètement intégrer la recherche dans son entreprise, et aussi acculturer l'académie aux besoins des entreprises, qui est essentiel aussi pour les académies. Et troisièmement, évidemment, faire le lien entre la recherche et le business. Que ce ne soit pas des gros mots. Que vous avez parlé rapidement des silos tout à l'heure. La recherche, elle n'est pas seulement noble, et le business, ce n'est pas seulement un truc de vendeur. Réconcilier la recherche et le business, et travailler sur des temps de développement beaucoup plus courts, à l'heure où la technologie le permet et qu'elle offre beaucoup de puissance. On peut chercher, trouver, développer, réinvestir et chercher, innover, développer. Et c'est très important de redévelopper ces cycles en permanence de manière extrêmement agile. Et je disais tout à l'heure que c'était vital. C'est essentiel à la survie de nos entreprises et à la création, au développement de nos entreprises. Et la recherche et l'innovation,
La recherche, elle est clé parce qu'elle permet l'innovation. L'innovation permet le développement, qui permet la croissance, qui permet l'emploi. Et surtout, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui et auquel on pense tous les jours ou chaque instant me concernant pour nos enfants, on pense transition écologique et souveraineté. Et c'est très important, et puisqu'on parlait de réconciliation là entre la recherche et l'application et le développement des affaires, permettez-moi aussi de vous dire que la recherche, ce n'est pas seulement le produit et le service. Et on le voit là à l'heure des discussions sur le Doliprane et des enjeux de réindustrialisation. L'innovation aussi se joue dans la capacité de production et dans la méthode, pour être capable de produire à côté et de tordre le cou aussi à cette idée que les pays développés vont penser et puis d'autres vont fabriquer. On le voit aujourd'hui que l'innovation vient de la fabrication et qu'elle se déploie à très grande vitesse chez nous. Et donc penser l'innovation seulement au sens des produits, sans penser la capacité de production ou la réindustrialisation est une grande erreur. Et la deuxième, et vous l'avez aussi largement rappelé, arrêtez d'affronter les petites entreprises et les grandes. On est dans une ambiance où il faut trouver des coupables, un déficit excessif, et on a décidé d'expliquer que les grands méchants, vieux débat, ce sont les grandes entreprises. On préférerait qu'elles aillent peut-être rechercher ou innover ailleurs. L'entreprise France, pardon, notre pays, il n'est pas réputé pour être très généreux en matière de fiscalité. Et en même temps, on est la première terre d'accueil des investissements étrangers. Pourquoi ? Parce qu'on a le crédit d'impôt recherche. C'est un élément d'attractivité très fort, en dehors évidemment de l'infrastructure, de la géographie, de la qualité des écoles, des savoir-faire industriels de très longue date. Il y a le crédit d'impôt recherche. Et donc je suis content, mais il faut être très vigilant, que ce soit sanctuarisé. Vous avez rappelé aussi le crédit d'impôt innovation. Et j'ai envie d'aller plus loin parce qu'on parle de réconciliation nécessaire, et ça ne devrait pas être le cas, entre petites et grandes entreprises. Il y a aussi le statut de jeune entreprise innovante. Et tout ça, c'est des dispositifs qu'il faut sanctuariser parce qu'on est aussi, en dehors d'être la première terre d'accueil des investissements étrangers, la première terre pour les entrepreneurs, parce que c'est en France qu'on crée le plus d'entreprises. Il y en a beaucoup qui disparaissent vite, mais on est un pays d'entrepreneurs. Et d'ailleurs, le mot entrepreneur est un mot français. Et donc, ce n'est pas parce qu'on va faire disparaître des grandes entreprises qu'on va faire naître des entreprises, des petites entreprises performantes, et que par ailleurs, on va aimer tant qu'elles restent petites. Il faut avoir des ambitions. Ces ambitions, elles passent aussi par l'innovation, mais elles passent par le développement, sans quoi on ne réinvestit pas et on ne crée pas de valeur. Alors voilà, je n'ai pas le temps, mais je sais ici qu'on est réunis autour de valeurs essentielles et qu'on a envie d'avoir une croissance forte, durable, souveraine, sociale pour le monde meilleur de nos enfants. Donc merci d'être là et de contribuer au développement de la recherche et de l'innovation chez OnePoint.